Bonjour mes amis, aujourd'hui nous commençons par la vie scandaleuse et les décisions extrêmement complexes de Frédégonde de Neustrie, une femme qui aurait pu être la protagoniste d'un soap opéra médiéval. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour laisser un pouce bleu et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours intéressant de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, embarquons ensemble pour notre voyage d'aujourd'hui. Avant de devenir reine, Frédégonde était ce que les chroniqueurs polis appelaient une servante, et les moins polis, probablement une violation ambulante du droit du travail. Elle servait la reine Odover, épouse du roi Chilpéric, pour qui la fidélité conjugale signifiait « et si on essayait autre chose ?» Un jour, entre le pliage du linge et le démêlage des ragots à la cour, Frédégonde réussit à séduire le roi. Était-ce son charme, sa stratégie, ou peut-être Chilpéric avait-il un niveau de maîtrise de soi comparable à une éponge mouillée? Nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est certain, c'est que peu après l'apparition de Frédégonde, Odover disparut. Littéralement, elle fut envoyée de force dans un monastère, ce qui au VIe siècle équivalait presque à une prison. Frédégonde prit sa place dans le lit royal et bientôt sur le trône. Ce fut une ascension fulgurante du placard à balai aux appartements royaux. Et comme toujours avec Frédégonde, avec un minimum de miséricorde. Ce n'était pas une histoire romantique d'une servante ayant trouvé le véritable amour. C'était plutôt un Game of Thrones combiné à House of Gucci, mais avec plus de dagues. Frédégonde n'était pas simplement ambitieuse, elle agissait avec une précision chirurgicale. Chaque obstacle entre elle et le pouvoir disparaissait silencieusement, efficacement et parfois à l'aide de poison. Même les autres épouses n'avaient aucune chance. Lorsque Chilpéric épousa une princesse wisigothe nommée Galsvint, celle-ci fut rapidement retrouvée morte, étranglée dans son propre lit. Bien sûr, ce n'était pas Frédégonde qui l'avait fait, mais peut-être quelqu'un qui utilisait son parfum. À cette époque, Frédégonde était devenue bien plus qu'une simple concubine royale. Elle était l'architecte de sa propre ascension, une femme qui jouait aux échecs alors que les autres ne faisaient que remuer des cuillères sur le plateau. On aurait pu penser qu'après avoir épousé un roi mérovingien et éliminé ses rivales, elle s'arrêterait, se reposerait, se mettrait peut-être à la broderie ou au moins à la réforme fiscale. Mais non. Frédégonde regardait la tranquillité comme un chat regarde un verre au bord d'une table, comme un défi. Entre en scène Galsvint, pauvre princesse wisigothe qui pensait épouser un roi, mais qui en réalité rejoignait un club secret d'assassins couronnés. Elle commit une erreur fatale, demander dignité et fidélité à son mari. Chilpéric ne comprenait pas ces mots. Et quand Galsvint exprima son mécontentement de voir Frédégonde toujours traîner à la cour, on la retrouva morte, étranglée dans son lit. Une coïncidence tragique qui arrivait justement quand votre rivale était une servante qui se souvenait parfaitement comment verser du poison, même dans les gouttelettes du lit. Les chroniqueurs ne l'accusaient pas directement, car ils voulaient vivre, mais ils laissaient des allusions en haussant leurs sourcils médiévaux, ce qui était un exploit considérable, vu les poux et les plumes d'oie qu'il tenait. Chilpéric, homme de profondeur, disons de la profondeur d'une flaque, haussa simplement les épaules et épousa Frédégonde. Car quoi de plus romantique que de dissimuler ensemble des meurtres suspects? Pour l'entourage, cela ressemblait à un scandale royal retentissant. Pour Frédégonde, c'était juste un jeudi ordinaire. Et il faut se rappeler le contexte plus large. Elle n'éliminait pas seulement des concurrentes, elle construisait son pouvoir. Chaque mort, chaque disparition signifiait moins de menaces pour la succession de son fils et son propre contrôle sur la politique. Elle jouait un jeu à long terme. Et dans ce cas, long terme signifiait baigner de sang. La cour de Neustrie avait plus d'intrigues qu'une série écrite par Machiavel pendant une beuverie, et Chilpéric soit ne remarquait vraiment rien, soit pensait simplement que les femmes avaient l'habitude de mourir si elles se plaignaient trop. Mais Bruno n'était pas du genre à oublier, surtout pas sa sœur étranglée,
les mariages non empoisonnés, ou le visage trop satisfait de Frédégonde. Elle épousa le frère de Chilpéric, le roi Sigebert d'Austrasie, et commença l'une des plus longues et sanglantes vendettas du haut Moyen-Âge. C'était comme les Real Housewives à la cour mérovingienne, mais avec plus de meurtres et moins d'extension capillaire. Frédégonde, bien sûr, réagit à sa manière en voyant des assassins tuer Sigebert, et pas qu'une fois. Finalement, l'une des tentatives réussit. Il fut poignardé pendant des négociations, ce qui au VIe siècle signifiait un compromis politique. Avec sa mort, Frédégonde renforça son pouvoir en Neustrie, mais Bruno ne renonça pas. Elle gouverna au nom de son fils et entama une guerre de plusieurs années contre Frédégonde, transformant le nord de la France en un gigantesque échiquier boueux. Les deux femmes se battaient comme si c'était leur emploi à plein temps. Assassins, trahisons, nobles corrompus, amants secrets, évêques dépravés, tout était utilisé. Et Frédégonde aiguisait constamment ses poignards, murmurait des ordres dans les couloirs sombres et, de temps en temps, versait du poison juste pour s'entraîner. Cette rivalité se distinguait par sa durée. Ce n'étaient pas des crimes passionnels isolés, mais une haine institutionnalisée. Deux reines, contrôlant des royaumes rivaux, détruisaient méthodiquement la vie, la réputation et les héritiers l'une de l'autre. Et simultanément, toutes deux convainquaient tout le monde qu'elles étaient les victimes. Frédégonde accusait Bruno de tout, des meurtres à la sorcellerie, et Bruno accusait Frédégonde de meurtre et de sorcellerie. Pour une fois, les deux avaient raison. Si vous pensez parfois que votre famille est trop conflictuelle, rappelez-vous que Frédégonde et Bruno ont transformé toute une génération de politiques franques en une saga de vengeance d'une telle complexité que même les moines chroniqueurs étaient obligés de demander « Une minute, qui est mort cette semaine ?» Frédégonde était devenue reine, mais s'était-elle arrêtée? Non. A-t-elle gouverné sagement et établi la paix? Également non. Au lieu de cela, elle regarda la cour royale, vit les enfants encore vivants, son mari, ses beaux-fils, et pensa « Et si on pimentait tout ça ?» L'histoire est ici brumeuse, car les chroniqueurs n'écrivaient pas avec une clarté 4K, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles Frédégonde ne se contentait pas de tolérer ses beaux-fils, elle les aimait aussi au sens biblique. Et pas dans le sens de leur cuire des biscuits, mais dans le sens de les séduire ou de les tuer s'ils refusaient. Une belle-mère typique, pour ainsi dire. Ses relations avec ses beaux-fils effaçaient toutes les frontières qu'il ne faut jamais effacer dans une maison royale. Certains disaient qu'elle avait tenté d'en séduire un. D'autres insinuaient davantage. Dans la politique mérovingienne, la séduction était un outil au même titre que le poison ou le pot de vin. Pour Frédégonde, l'inceste n'était pas une interdiction, juste une autre stratégie. Et si quelque chose tournait mal, il y avait toujours les poignards. Un beau-fils, Clovis, mourut dans des circonstances mystérieuses. Un autre, Mérové, s'opposa audacieusement à elle et finit tonsuré moine et enfermé dans un monastère, l'équivalent médiéval d'être coincé et envoyé en Sibérie. Frédégonde n'était pas douce et attentionnée. Elle était du genre à vous border le soir et à vous accuser de trahison le matin. Son instinct maternel était plutôt une arme. Pour être juste, Frédégonde n'a pas inventé le chaos. Elle l'a simplement embrassé avec l'enthousiasme d'un chat trouvant une étagère pleine d'objets fragiles. Les Mérovingiens étaient déjà chaotiques. Elle n'a fait qu'ajouter le poison, les poignards et des dîners de famille douteux. Elle dirigeait la cour comme une araignée, toujours en train de tisser sa toile, toujours à l'affût, toujours à un scandale de distance d'une autre disparition mystérieuse. Et le pire, c'est qu'elle ne faisait que commencer. Être dirigeante au VIe siècle était toute une épreuve. Les routes étaient pleines de brigands, les récoltes mouraient pour le plaisir, et les nobles avaient une fidélité aussi stable qu'une chèvre sur des échasses. Maintenant, imaginez faire cela quand votre famille est un nid de vipères, où chaque second est soit votre parent, soit votre ennemi, parfois les deux simultanément. Frédégonde, éternelle maîtresse du multitâche, se retrouva dans une situation délicate. Son mari, le roi Chilpéric, mourut. La plupart de sa famille put enfin respirer. Le trône devait revenir à leur jeune fils Clotaire,
Mais il y avait un problème. Frédégonde avait plus d'ennemis que d'alliés, et son fils était trop jeune pour tenir une épée, sans parler de la brandir. Alors Frédégonde fit ce que toute mère aurait fait. Elle réprima les révoltes, soudoya les fonctionnaires, et tua impitoyablement quiconque regardait son enfant de travers. Une éducation normale, pour ainsi dire. Mais cela ne lui suffisait pas, car il y avait encore d'autres enfants, les fils de Chilpéric de mariage précédent, ceux-là même qu'elle pouvait, selon son humeur, séduire, utiliser, emprisonner ou exiler. Chacun de ces beaux-fils avait un droit légitime au trône et une raison encore plus convaincante de tomber accidentellement sur le poignard de Frédégonde. Et pourtant, elle les surpassa tous, comme un joueur d'échecs médiéval dont la reine est trempée dans du poison. Et puis, il y avait les bâtards, ainsi donc. Il y en avait beaucoup, certains suffisamment légitimes pour créer des problèmes, d'autres juste utiles pour les ragots. Frédégonde savait transformer les rumeurs en armes. Si une femme noble avait un enfant illégitime, Frédégonde pouvait murmurer que c'était le sien. Si quelqu'un revendiquait une ascendance royale, Frédégonde insinuait que cela était arrivé par accident ou grâce à une visite nocturne. D'une façon ou d'une autre, les réputations tombaient comme des dominos, et Frédégonde restait debout, avec un sourire en prime. Elle ne se battait pas seulement pour le trône, elle se battait pour qu'on se souvienne d'elle, ou qu'on la craigne, ou mieux, les deux. Et bien que ses méthodes n'étaient pas raffinées, elles fonctionnaient. C'était comme utiliser un marteau pour tuer une mouche, puis accuser la mouche des meubles cassés. Clotaire sirotait son lait dans ce mixeur royal, tandis que sa mère organisait encore des funérailles suspectes. Et il apprit tôt la leçon principale. Ne tourne jamais le dos à Frédégonde, surtout si tu es de sa famille. À cette époque, Frédégonde avait accompli ce dont la plupart des intrigants de cour ne pouvaient que rêver. Elle était reine, régente, maîtresse officieuse d'un réseau d'espionnage et partiellement la mort personnifiée. Mais que faire une fois qu'on a assuré le trône pour son fils et neutralisé la moitié de la noblesse? C'est simple, détruire le reste. Frédégonde ne s'intéressait pas à la paix. Si un traité atterrissait sur sa table, elle le brûlait probablement et en rejetait les cendres sur Brunehaut. La guerre n'était pas seulement sa politique, c'était sa thérapie. Et tant que sa rivale bien-aimée Brunehaut respirait un air non empoisonné, le combustible pour cette vendetta restait illimité. Les deux reines menaient une guerre de gifles prolongée et lente à travers toute la France médiévale, qui faisait ressembler la guerre de 100 ans à un malentendu de bureau. Elles échangeaient accusations, armées et insultes via des messagers empoisonnés et des diplomates mystérieusement disparus. Frédégonde envoyait des assassins aussi souvent que d'autres personnes envoient des cartes de remerciement. Elle tenta même de tuer les petits-enfants de Brunehaut. La subtilité n'avait jamais été son fort. Et puis, il y avait l'Église. On pourrait penser que même Frédégonde n'oserait pas toucher aux prêtres, mais vous auriez tort. Elle ne se contentait pas de marcher sur les pieds sacrés, elle les brisait. Des évêques étaient battus, soudoyés, expulsés ou accidentellement poignardés pendant la communion. Si vous portiez une mitre et prêchiez trop, vous finissiez probablement dans une tombe peu profonde ou un monastère silencieux. Même Grégoire de Tours, évêque et chroniqueur, qui écrivit les critiques les plus acerbes sur le comportement de Frédégonde, fut forcé d'admettre sous pression qu'elle avait une nature énergique. En langage d'initié, cela signifiait une sociopathe terrifiante. À la cour, c'était encore pire. Frédégonde dirigeait le palais comme un jeu paranoïaque de chaises musicales. Les nobles disparaissaient constamment. Les serviteurs avaient peur même de chuchoter. Et les seuls à être promus étaient ceux qui possédaient une excellente technique de poignardage et n'avaient pas de parents vivants. Elle gouvernait par la peur, le feu et des meurtres inventifs. Et pourtant, il faut le noter, cela fonctionnait malgré tout. Séduction, vendetta, cimetière d'ennemis. Elle conserva le pouvoir pendant des décennies, à une époque où l'on attendait des reines qu'elles sourient, donnent naissance à des fils et meurent prématurément. Frédégonde s'assura de survivre à tous les gens polis. Elle n'était pas juste un scandale, elle était toute une époque. Frédégonde s'est-elle adoucie avec l'âge? Absolument pas. Elle ne devenait pas plus douce, elle se bonifait.
et comme toute vieille bouteille de vin royal empoisonnée, elle ne faisait que se renforcer avec le temps. Le poison, par exemple, devint son instrument diplomatique préféré, tandis que d'autres envoyaient des fleurs et arrangeaient des mariages pour la paix. Frédégonde versait de l'arsenic dans les coupes et appelait cela l'hospitalité. Si vous receviez une invitation à dîner avec elle, il était plus sage d'amener votre propre goûteur et peut-être votre propre estomac. Il y avait des récits, peut-être exagérés, mais qui oseraient les contredire, selon lesquels elle possédait une précieuse armoire à poison, pas pour la décoration, pour l'expérimentation. Belladone, ciguë, aconite. Frédégonde était moins une reine qu'une sinistre apothicaire avec une soif de vengeance. Et elle appliquait ses talents non seulement aux ennemis ou aux nobles. Serviteurs, courtisans et même religieux tombaient mystérieusement malades après avoir provoqué son mécontentement. Une malheureuse femme, selon les rumeurs, fut tuée simplement pour avoir colporté des ragots sur son passé, qui, avouons-le, était fait pour les ragots. Sa réputation était si terrifiante qu'une simple accusation de sa défaveur suffisait à ruiner quelqu'un. Les gens fuyaient les cours, forgeaient des alliances avec ses ennemis ou se tournaient tranquillement vers l'agriculture dans les provinces les plus éloignées. Un évêque aurait tenté de la maudire publiquement. Le lendemain matin, il se réveilla mort. Mais Frédégonde ne se limitait pas au poison et au meurtre. Parfois, elle recourait à des méthodes plus douces, mensonges, pots de vin et falsification de documents royaux, les crimes plus tendres du Moyen-Âge. Elle avait aussi une multitude d'espions. Si vous lâchiez un mot critique au bain, il se retrouvait 3 jours plus tard dans un décret royal avec votre nom très correctement orthographié. Il est difficile d'exagérer à quel point Frédégonde maîtrisait l'art de la peur. Elle aurait fait passer Machiavel pour un conférencier motivateur. Elle avait beaucoup d'ennemis, peu d'amis, et la plupart étaient terrifiés. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle restait en vie. Dans un monde où le meurtre était le passe-temps favori et où les femmes royales étaient commodément éliminées, Frédégonde survécut à tout, même aux conséquences de ses propres décisions terribles. À ce stade, on peut se demander, n'avait-elle pas épuisé son stock de personnes à tuer? La réponse est merveilleusement simple, non. Comme une hydre médiévale d'une précision impeccable, pour chaque rival éliminé, 2 nouveaux apparaissaient, généralement avec de meilleures armures et des personnalités pires. Prenons l'Église. Frédégonde entretenait des relations complexes avec le clergé, c'est-à-dire qu'elle alternait entre pots de vin et coups de couteau, selon son humeur. Un malheureux, le prétendu évêque de Rouen, commit l'erreur fatale de rappeler à la reine que les meurtres étaient considérés comme un péché dans la doctrine chrétienne. Grande erreur. Frédégonde ordonna son arrestation, sa torture et son exil. Quand il revint quelques années plus tard, plus âgé, plus sage et un peu brûlé, elle l'accueillit à bras ouverts et avec un poignard. L'évêque tomba au milieu de la messe et des rumeurs se répandirent rapidement que son vin de communion avait un étrange goût métallique. Et bien que personne n'osât prononcer son nom, la fuite de l'organiste cette nuit-là était assez éloquente. La justice de Frédégonde n'était pas aveugle, elle se passait simplement de tribunaux. Et puis, il y avait ces négociations diplomatiques. Diplomatiques dans le sens où elle envoyait des cadeaux empoisonnés, suivis d'un assassin au cas où. Pour Frédégonde, chaque panier de fête était une arme potentielle. Imaginez que vous la remerciez pour son loi de Noël tout en la vérifiant pour la ciguë. Joyeux Noël, maintenant vérifiez votre rate. Les ambassadeurs étrangers quittés à court soit terrifiés, soit pas du tout. Certains n'ont plus jamais été revus. Un messager, après une visite particulièrement tendue, serait entré dans un monastère et aurait refusé jusqu'à la fin de ses jours de parler plus fort qu'un chuchotement. Même ses alliés n'étaient pas en sécurité. Si vous étiez trop influent, trop ambitieux ou trop attrayant à la lueur des bougies, Frédégonde voyait en vous une menace. Son règne fut une longue tribune paranoïaque. Tous portaient des masques, certains se révélant être des linceuls funéraires.
Dans les rares moments où elle ne s'occupait pas d'assassiner des évêques ou de faire chanter des nobles, elle réussit à gouverner la Neustrie avec une efficacité surprenante. Le pain était livré, les routes étaient plus ou moins sûres, et les bandits disparaissaient mystérieusement, probablement après avoir tenté de voler quelqu'un qui s'avéra être Frédégonde déguisée. À ce stade, le royaume ne demandait pas comment elle arrivait à tout organiser. Tous se priaient simplement pour qu'elle n'organise pas la même chose avec eux. Et bien que le compte de ses victimes fût impressionnant, ses penchants pour des relations inappropriées l'étaient tout autant. Une rumeur particulièrement persistante, répétée à voix basse à la cour et par plus d'un chroniqueur suspect, affirmait qu'elle avait séduit non pas un, mais plusieurs fils de son défunt mari, c'est-à-dire ses beaux-fils, ceux-là même qui auraient dû l'appeler mère et non amante. Arrêtons-nous là. Avant d'accepter cette rumeur comme vérité, rappelons-nous. Nous parlons de chroniqueurs médiévaux, des gens qui croyaient que le tonnerre était une punition divine et que les femmes qui lisaient des livres étaient des sorcières. Il convient donc d'aborder cela avec une dose de scepticisme. Mais le nombre de chroniqueurs qui, indépendamment les uns des autres, regardaient avec suspicion les limites maternelles de Frédégonde donne à réfléchir. A-t-elle vraiment couché avec ses beaux-fils? La question reste ouverte. Mais on ne peut nier que certains d'entre eux mouraient mystérieusement, étaient exilés ou entraient soudainement au monastère immédiatement après un conflit avec elle. Et ceux qui restaient à la cour étaient obligés de s'asseoir à des dîners de famille pleins de tensions. L'un des cas les plus célèbres fut celui de Clovis, le fils aîné vivant de Chilpéric de son premier mariage. Il était l'héritier naturel, populaire, et mourut non par hasard quelques mois après que Frédégonde eut consolidé son pouvoir. La cause du décès resta indéterminée. L'équivalent médiéval de la version « il est accidentellement tombé » plusieurs fois sur une épée. Un autre beau-fils, Mérové, tenta même de lancer une révolte, soupçonnant peut-être qu'un empoisonnement accidentel était le prochain point sur sa liste. Frédégonde géra cela à sa manière habituelle, manipulation, emprisonnement et peut-être séduction. Les historiens sont en désaccord, mais si toute la famille royale commence à mourir mystérieusement et que tout le monde écrit sur votre lien trop proche avec les enfants de votre mari, il y a peu de place au doute. Que Frédégonde ait vraiment eu des préférences dangereuses ou non, les rumeurs ont persisté. Et dans la politique médiévale, parfois une rumeur avait plus d'importance qu'un fait. Elle avait fait de sa propre réputation une arme, laissant la peur travailler pour elle. Elle était soit la reine franque la plus mal comprise, soit la plus effrontément scandaleuse. Spoiler, la seconde option est plus proche de la vérité. S'il existait une personne capable d'égaler Frédégonde en perfidie, malice et méchanceté inventive, c'était sa rivale à vie, Bruno d'Austrasie. Pensez à elle comme à la version médiévale d'une force irrésistible rencontrant un objet immobile légèrement plus fou. Bruno était tout ce que Frédégonde n'était pas. De noble naissance, éduquée, vraiment raffinée, de celles qui lisent le latin pour le plaisir. Frédégonde s'était élevée par l'audace, la violence et la ferme conviction que le poison résout la plupart des problèmes. Leur inimitié était personnelle, principalement parce que Frédégonde avait tué la sœur de Brunehaut. Ce genre de choses est difficile à pardonner lors des réunions de famille. Brunehaut, veuve du roi Sigebert, ne pardonna jamais à Frédégonde le meurtre de sa sœur Galswinthe, qui avait été mariée au mari de Frédégonde avant d'être étranglée avec la literie royale. Une mort qui semblait trop sophistiquée pour Frédégonde. Dans la meilleure tradition médiévale, cette inimitié se transforma en décennies d'intrigues politiques, de tentatives d'assassinat et de guerre. Si votre drame royal ne comportait pas un meurtre menant à une guerre entre royaumes, méritait-il vraiment d'être chroniqué? Frédégonde et Bruno ne se contentaient pas de se haïr, elles s'étudiaient mutuellement. Frédégonde sabotait les alliances matrimoniales de Bruno, organisait l'assassinat de ses alliés et envoyait même ses célèbres paniers cadeaux à travers la frontière. Et oui, ils ne contenaient pas des fruits. Bruno répondait de la même manière, parfois diplomatiquement, parfois avec des armées. Leur haine mutuelle devint une sorte de course aux armements.
chacune cherchait à surpasser l'autre, faisant parfois comme si elle n'avait rien à voir avec toutes ces morts mystérieuses à l'ouest du Rhin. À un moment donné, Bruno maria sa petite-fille à l'un des fils de Frédégonde, peut-être comme un geste de paix, ou peut-être comme un moyen d'espionner au sein même du palais. On ne sait pas si Frédégonde a vu à travers cette ruse ou si elle s'en moquait, simplement. Dans tous les cas, la pauvre petite fille passa la majeure partie de sa lune de miel à vérifier nerveusement sa coupe pour détecter d'éventuels additifs. En termes modernes, Frédégonde et Bruno auraient eu une incroyable télé-réalité intitulée « Les reines qui se comportent mal ». Leur rivalité était imprégnée de sang, de politique et de ce mépris mutuel particulier que seules deux femmes puissantes dans un monde d'hommes pouvaient affiner. Et ce n'était pas encore terminé. À cette époque, la réputation de Frédégonde avait atteint des proportions légendaires. Dans chaque taverne enfumée ou dans les salles somptueuses de l'aristocratie, les murmures sur la reine de Neustrie se répandaient comme une mauvaise plomberie, toujours fuyante, jamais cachée. Mais contrairement à la plupart des monarques qui tentaient d'étouffer les scandales, Frédégonde y prospérait. On dit qu'elle lançait elle-même des rumeurs pour voir quel noble était assez stupide pour les répéter. Si un courtisan riait trop fort d'une histoire sur ses aventures avec ses beaux-fils, il était rapidement envoyé servir aux frontières lointaines. En d'autres termes, profite de mourir de froid quelque part aux frontières barbares. La vie à la cour de Frédégonde devint un véritable art de la survie. Le contact visuel était un risque calculé. Les compliments pouvaient être un piège, même le silence pouvait être une trahison. Si vous ne riiez pas à ces blagues, elle pensait que vous complotiez. Et ne pas rire aux blagues de Frédégonde était, honnêtement, mortellement dangereux. Pour survivre, les nobles développaient des stratégies entières. Certains devenaient profondément religieux, espérant que la piété les garderait en sécurité. D'autres recouraient à la flatterie éhontée. Votre Majesté, vous maniez aujourd'hui le poignard de façon incomparable. Mais la plupart chuchotaient tranquillement derrière leurs éventails et leurs coupes de vin, priant pour que la reine n'entende pas. Une femme noble aurait essayé de prévenir son cousin des tendances moralement ambiguës de la reine. 3 jours plus tard, son domaine brûla dans un incendie, expliqué au palais par la foudre. Bien que curieusement, cela se produisit pendant une sécheresse, et des gens ressemblant étrangement à des soldats en tenue royale furent aperçus à proximité. Et pourtant, les rumeurs persistaient, car Frédégonde était une figure trop fascinante. Ces scandales n'étaient pas seulement des sensations, ils étaient aussi du divertissement, un opéra savon pour une noblesse semi-alphabétisée. Elle avait brouillé la frontière entre monstres et monarques, et personne ne pouvait détourner les yeux. Même le clergé s'y mettait, prononçant des sermons sur les unions contre nature et les Jézabel parmi nous. Tout le monde savait de qui il s'agissait. Frédégonde, bien sûr, répondait en augmentant les taxes ecclésiastiques. La subtilité n'était pas son point fort, mais l'intimidation, oui. Pourtant, voici l'ironie. Malgré toutes les rumeurs, Frédégonde gouvernait avec une efficacité impitoyable. La criminalité diminuait. Les ennemis de l'État disparaissaient souvent pour toujours, et son fils, le petit Clotaire II, restait mystérieusement en sécurité. Dans un monde de vipères, elle maintenait sa fosse dans le meilleur ordre. Et c'était son dernier tour de force, faire passer la peur pour du leadership. Et quand on pense que Frédégonde avait atteint son apogée après les empoisonnements, les rumeurs d'inceste et une liste impressionnante de victimes, elle créa une horreur finale qui força même ses ennemis à s'exclamer « Quoi, oui, nous en arrivons à l'incident de l'enfant assassin. » Voyez-vous, les idées de Frédégonde sur l'éducation des enfants différaient quelque peu des notions modernes. Aujourd'hui, on montre les petits royaux lors de jolies séances photos. Frédégonde utilisa son bébé, le futur Clotaire II, comme appât, un véritable appât royal. Et oui, cela s'est réellement produit. La situation était la suivante. L'un des rivaux politiques de Frédégonde, l'évêque Prétextat, avait miraculeusement survécu à ses précédentes tentatives de l'éliminer discrètement. Frédégonde, qui ne laissait jamais une affaire inachevée, conçut un plan qui aurait fait frémir même Machiavel. Elle attendit une cérémonie religieuse solennelle avec bougies, encens et lourde atmosphère de culpabilité.
Puis elle plaça son bébé, le futur roi, dans les bras de l'évêque. Apparemment, un geste symbolique de confiance. Non, car, à ce moment précis, un mercenaire frappa l'évêque. Oui, elle organisa une tentative d'assassinat pendant un baptême, utilisant son propre enfant comme diversion. L'évêque survécut, mais pas longtemps. Le message était évident. Frédégonde jouait aux échecs, tandis que tous les autres ne se souvenaient même pas des règles du jeu de dames. Finalement, l'évêque mourut sans cérémonie fastueuse, mais avec de nombreux coups de couteau. Frédégonde, comme toujours, échappa à la punition, car qui aurait osé lui remettre une convocation? Et le petit Clotaire, il survécut sans la moindre égratignure. Si vous avez survécu à votre propre baptême, pendant lequel on a failli faire de vous un complice de meurtre, vous êtes bien parti dans la politique franque. Cet incident, sauvage, brutal et presque opératique dans son absurdité, devint la métaphore parfaite du règne de Frédégonde. Le sacrilège enveloppé de soie et le pouvoir déguisé en piété. À la fin des années 580, la liste des ennemis de Frédégonde était devenue si longue qu'elle nécessitait probablement un scribe royal séparé. Mais un nom restait tout en haut de la liste, son mari, le roi Chilpéric Ier. Il faut dire que Chilpéric n'était pas une victime innocente, entraînée dans le tourbillon gothique de son épouse. C'était un homme si impopulaire que certains chroniqueurs l'appelaient le Néron et l'Hérode de son temps. Pas exactement la meilleure description. Il était en conflit avec ses frères, maltraitait ses épouses, y compris Frédégonde, jusqu'à ce qu'elle devienne indispensable, et gouvernait avec la froideur d'un réfrigérateur pendant le Grand Carême. Ils formaient vraiment un couple. Elle avec ses poignards et son poison, lui avec sa paranoïa et ses crises royales. Une union faite pour la thérapie médiévale, si elle avait existé. Puis 20 septembre 584. Chilpéric fut poignardé à plusieurs reprises dans son pavillon de chasse. Aucun témoin, aucun avertissement. Le roi de Neustrie s'était simplement transformé en morceau de fromage royal troué, sans même avoir eu le temps d'enlever ses bottes. La liste des suspects incluait tous les nobles avec un pouls, la plupart des serviteurs du palais, quelques évêques mécontents et bien sûr Frédégonde. Mais voici la partie intéressante. Frédégonde était avec lui ce jour-là, et contrairement à la file habituelle d'hommes morts, de serviteurs ou de beaux-fils qui se heurtaient accidentellement à des poignards, cette fois, elle resta miraculeusement indemne. Pratique, n'est-ce pas? Coïncidence? À peine. Certains affirmaient que c'était elle qui avait tout organisé, qu'elle en avait assez de partager le pouvoir, ou qu'elle préférait simplement régner seule avec un verre de vin sans obstacle superflu. D'autres disaient que Chilpéric s'était fait trop d'ennemis et que Frédégonde avait simplement profité d'un moment opportun. Quelle que soit la main qui tenait le couteau, elle ne perdit pas de temps à porter le deuil. En quelques heures, elle s'était barricadée dans le trésor du palais avec son fils Clotaire, le même otage vivant, et l'or royal. En termes de gestion de crise médiévale, c'était un véritable coup de force, digne d'un lâcher de micro. Ensuite, elle fit ce que Frédégonde faisait toujours. Elle prit le pouvoir, déclara son fils nourrisson roi, assuma la régence, ordonna quelques exécutions supplémentaires pour plus de sécurité. En somme, tout comme d'habitude. Et voilà Frédégonde veuve et plus puissante que jamais. Il n'avait fallu qu'un peu de sang sur le sol et aucun témoin. Lorsque Chilpéric se retrouva sous terre, ou probablement dans plusieurs sacs après tant de coups, Frédégonde ne s'attarda pas tant dans le deuil que dans la planification. Et soyons honnêtes, son deuil dura probablement moins longtemps que le temps nécessaire pour verser plus de vin dans une coupe. Maintenant, en tant qu'unique régente de Neustrie, Frédégonde n'avait qu'une seule tâche, garder son fils Clotaire, 2 en vie assez longtemps pour qu'il hérite du trône. Pour la plupart des mères, cela semble raisonnable, mais dans la politique franque, cela signifiait survivre aux tentatives d'assassinat, aux insurrections, aux trahisons, et à au moins 3 évêques marmonnant des malédictions sous leur souffle. Alors que fit Frédégonde, elle se transforma en appareil d'État à elle seule. D'abord, elle renforça la surveillance à la cour. Des espions étaient partout. L'homme qui vous servait du vin, espion. La femme qui allumait les bougies, espion. La poule dans votre assiette,
probablement aussi un espion. Personne ne faisait confiance à personne, et Frédégonde savait tout. Deuxièmement, elle organisa une purge, et pas une simple purge, une purge totale. Si vous aviez, ne serait-ce qu'une fois parlé à quelqu'un qui aurait pu envisager de prendre le parti de l'Austrasie, le royaume voisin, vous aviez toutes les chances de vous retrouver en exil, en état d'arrestation, ou de tomber soudainement malade après une pâtisserie particulièrement suspecte. On dit que sa pharmacie à poison avait même un menu. Mais l'affaire ne se limitait pas au meurtre et à la méfiance. Frédégonde jouait également un long jeu diplomatique. Elle concluait des trêves temporaires, feignait la piété quand cela l'arrangeait, et distribuait même de généreux pots de vin déguisés en cadeaux. La diplomatie franque ressemblait souvent à des systèmes mafieux de protection, mais avec de l'argenterie. Pendant ce temps, ses beaux-fils, dont certains mouraient mystérieusement à un jeune âge, ne posaient plus problème. Ceux qui avaient survécu s'étaient soit enfuis, soit avaient décidé que l'agriculture était plus attrayante que le règne. Probablement après avoir réalisé que leur belle-mère possédait une ceinture noire en guerre psychologique et en lancer de poignards. Elle modifia même légèrement son image, moins de séductrice, plus de lionne protectrice du royaume. Bien qu'elle continuât d'exécuter des gens pour un regard de travers, cela était désormais perçu davantage comme une surprotection maternelle. Frédégonde surprit tout le monde. Elle gouverna vraiment bien, tyrannique, oui, sanglante, sans aucun doute, mais efficace. Et dans le monde chaotique de la politique mérovingienne, cela comptait. Car qu'est-ce que quelques exécutions face à la stabilité de l'État? Frédégonde mourut en 597, probablement dans son propre lit, ce qui, franchement, est décevant, étant donné la longue liste de ceux à qui elle n'avait pas accordé ce privilège. Aucune révolte, aucune bataille finale, aucune chute dramatique d'une fenêtre du palais avec un poignard à la main. Elle mourut comme il convient à une personne royale, dans un lit chaud, avec un oreiller sous la tête et probablement avec un dernier sourire suffisant sur les lèvres. Et que laissa-t-elle derrière elle? Un royaume traumatisé, un clergé traumatisé, un beau-fils traumatisé, celui qui avait survécu, et son propre fils Clotaire II, qui régna ensuite pendant des décennies, probablement grâce à une combinaison de ruses héritées et de simples peurs de ce que sa mère pourrait murmurer depuis l'au-delà. Malgré tout, l'héritage de Frédégonde persista. Les historiens ne savent toujours pas comment la classer. Monarque, chef de guerre, tueuse en série, ou simplement cette femme avec qui il valait mieux ne pas échanger de regard lors d'un banquet royal. Grégoire de Tours, son contemporain et chroniqueur, la détestait tellement qu'il transforma pratiquement son histoire des Francs en journal passif agressif chaque fois qu'il la mentionnait. Mais même lui ne pouvait nier que Frédégonde avait gagné. Ses ennemis étaient hommes morts, ses rivaux surpassés, son enfant sur le trône, son héritage un avertissement pour chaque noble dame qui pensait que la politique n'était pas pour les femmes. Elle ne laissa aucune grande philosophie, aucun livre de sagesse, aucun code moral. Ce qu'elle laissa, ce sont des résultats. Et pourtant, Frédégonde n'obtint jamais cet embellissement de relations publiques royales accordé à d'autres reines médiévales. Pas de statues, pas de poèmes héroïques, pas de vitraux. Le plus proche d'un mémorial est une sorte de frisson historique collectif. Mais c'est peut-être exactement ce qu'elle voulait. Car bien que Frédégonde ne soit pas morte avec sainteté ou amour universel, elle mourut avec le contrôle sur l'avenir de son fils, sur les tombes de ses ennemis, et sur des siècles de scandales et de mythes qui portent encore son nom. Et peut-être qu'à son dernier moment, elle regarda sa main, qui cette fois ne tenait pas de poignard, et pensa « Eh bien, tout s'est déroulé exactement selon le plan. Les jeux à boire romains. Pour les Romains, le vin n'était jamais simplement un moyen d'étancher sa soif. C'était un miroir du pouvoir, de l'esprit et du statut social. Lors des somptueux banquets des sénateurs et des empereurs, le vin coulait à flot, et la façon dont un homme tenait sa coupe pouvait en dire plus que les mots qui sortaient de sa bouche. Refuser le vin pouvait vous marquer comme un solitaire, un faible ou pire encore, un non-romain. Mais boire avec excès pouvait faire de vous la risée de tous, dont on se souviendrait non pour votre éloquence, mais pour votre chute de votre lit sur le sol en mosaïque.
Les Romains avaient hérité de la majeure partie de leur culture de la boisson des Grecs, mais y avaient ajouté leur propre penchant pour la compétition. Là où les Grecs insistaient sur la modération, les Romains penchaient pour l'ostentation. Qui tiendrait le plus longtemps? Qui saurait transformer l'ivresse en poésie? Qui réussirait à entremêler des images spirituelles tout en tenant fermement son verre? Lors de ces rassemblements, le vin n'était pas seulement pour le plaisir, c'était une épreuve. Au cœur de ces compétitions se cachait un paradoxe. L'excès était à la fois admiré et ridiculisé. Un invité qui buvait hardiment pouvait susciter l'admiration pour son endurance. Mais cette même démonstration pouvait ruiner sa réputation s'il franchissait la limite et paraissait absurde. Les auteurs romains aimaient raconter des histoires édifiantes sur des sénateurs dont les langues se déliaient trop, trahissant des secrets après une coupe de trop, ou sur des poètes dont les vers passaient de brillant à un charabia incompréhensible à mesure que la nuit avançait. Le vin lui-même faisait l'objet de manipulations. Les hôtes le diluaient avec de l'eau pour contrôler le rythme, ou le servaient trop fort pour tester l'endurance des invités. Boire n'était pas aléatoire, c'était structuré, presque rituel. Les dés, les duels poétiques, même les jeux d'esprit improvisés transformaient la coupe en accessoire de scène. Pour supporter ces épreuves avec dignité, il fallait plus qu'un foie solide. Des pièces, des bijoux ou même des services étaient mis en jeu sans réfléchir à mesure que la nuit avançait. Un sénateur pouvait risquer toute une fortune pour le plaisir de vaincre un rival devant toute l'assemblée. Pour les soldats, les jeux de dés devenaient une version plus grossière de la camaraderie, une façon de tester la force d'esprit les uns des autres sous le voile de l'alcool. Mais la table de dés était un terrain dangereux. Un homme trop pris par le jeu risquait de gagner la réputation d'être faible ou malhonnête. Des écrivains comme Cicéron mettaient en garde contre la passion des dés, ridiculisant ceux qui gaspillaient leur bonne réputation pour le jeu. Pourtant, lors des banquets, le fracas des dés était irrésistible. À chaque lancer, les invités riaient, juraient ou demandaient à être resservis, transformant le hasard en divertissement et en ruine. Pour les Romains, boire ne concernait pas seulement l'audace ou le risque de perdre une fortune. C'était aussi une question d'affûtage de la langue. Lors du convivium, quand le vin commençait à couler et que les inhibitions s'estompaient, commençaient les concours d'esprit. Les duels poétiques étaient parmi les jeux les plus respectés, transformant les lits de banquet en champs de bataille où les mots et non les épées étaient l'arme choisie. Les règles étaient trompeusement simples. Un invité pouvait citer un vers de poésie et le suivant devait répondre avec le sien, souvent improvisé, souvent mordant. Parfois, le défi consistait à poursuivre un thème, l'amour, la guerre ou les dieux. D'autres fois, c'était l'occasion de se moquer avec des piques spirituelles lancées à travers la table contre des rivaux. Plus la langue était rapide, plus les applaudissements étaient forts. Plus elle était lente ou absurde, plus les rires étaient bruyants. Le vin déliait la pensée, mais la trahissait aussi, transformant la rhétorique polie des hommes sobres en balbutiements. Ces compétitions pouvaient rehausser la réputation. Un verre acéré et spirituel pouvait susciter l'admiration et placer l'invité au centre de l'attention. Sa coupe était remplie en l'honneur de son esprit. Des poètes romains comme Catulle et Martial firent carrière grâce à ce mordant satirique. Leurs œuvres étaient remplies de ce même esprit piquant qui avait autrefois résonné dans les salles de banquet. Une pique réussie ou un distique bien placé pouvait faire la différence entre être mémorisé comme l'étoile de la soirée ou comme sa risée. Mais les duels n'étaient pas sans risque. À Rome, les mots avaient du poids et la satire était une lame dangereuse. Une insulte trop acérée pouvait infliger une blessure trop profonde, surtout si elle était dirigée contre un homme influent. Il existe des récits de plaisanteries d'ivrogne engendrant des inimitiés à vie, lorsque des vers inventés lors d'un banquet devenaient plus tard des armes dans des querelles politiques. Une plaisanterie malheureuse sur la lignée, la richesse ou le service militaire de quelqu'un pouvait avoir des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de la nuit arrosée. Mais les Romains vivaient ce risque.
Pour eux, l'esprit était une marque de culture, et le convivium à la fois une scène et un public. Dans la lumière tamisée des lampes, alors que les coupes tintaient et que les dés grondaient en arrière-plan, poètes et amateurs s'affrontaient avec des mots, cherchant non seulement la victoire, mais aussi l'immortalité dans la mémoire. Car à Rome, bien boire signifiait bien parler, et bien parler signifiait dominer la table. Les jeux à boire romains ne concernaient jamais uniquement la victoire. Ils concernaient tout autant l'humiliation de la défaite. Lors du convivium, c'étaient les punitions qui faisaient couler le vin et résonner les rires, transformant chaque jeu en une exhibition de dignité perdue et de réputation entachée. Les règles étaient extrêmement simples. Perdu, bois, raté, exécute. Et parfois, la punition était plus intéressante que le jeu lui-même. L'une des pénalités les plus courantes était la coupe punitive. Celui qui perdait au dé, à la poésie ou à un autre concours pouvait être forcé de vider une énorme coupe de vin d'un seul trait. Pour les buveurs expérimentés, c'était une marque d'honneur. Pour les invités plus faibles, c'était un chemin rapide vers le ridicule, lorsqu'ils toussaient, s'étouffaient ou s'évanouissaient de façon spectaculaire sur le sol en mosaïque. Le rire résonnait toujours, mais le souvenir pouvait persister longtemps après la fin du banquet. D'autres punitions prenaient la forme de spectacles. Le perdant devait chanter une chanson, réciter des vers embarrassants ou danser de façon absurde pour le plaisir de l'assemblée. Dans une société où la dignité et la maîtrise de soi étaient valorisées par-dessus tout, être réduit à un bouffon ivre était le coup le plus dur. La satire romaine se délectait souvent de ces humiliations, dépeignant des scènes vives où des hommes nobles étaient forcés de faire des grimaces pendant que leurs pairs se moquaient. Parfois, les punitions devenaient plus sévères. Lors de certains banquets, les perdants devaient embrasser la personne choisie par le vainqueur, indépendamment du sexe ou du statut. Cela provoquait soit des rires, soit de l'embarras. Parfois, le perdant était forcé de se déshabiller jusqu'à la taille ou de ramper sous les lits, aboyant comme un chien ou bêlant comme une chèvre. Plus la punition était absurde, plus le public se réjouissait. L'excès était le but principal, et plus l'humiliation était grande, plus les acclamations étaient fortes. Mais là aussi, il y avait un danger. Une personne trop profondément humiliée pouvait partir blessée dans son orgueil, et une soirée de plaisanterie devenait la graine d'une inimitié. Des auteurs romains ont noté plus d'une inimitié commençant par un innocent jeu à boire, où l'offense de la punition se transformait en hostilité politique ou personnelle. Mais la tentation était irrésistible. Pour les Romains, le banquet était un théâtre, et les punitions une comédie qui maintenait la scène vivante. Ainsi, chaque jeu était plus qu'une compétition d'habileté. C'était un jeu avec la dignité. À Rome, perdre n'était pas simplement une défaite, c'était un spectacle. Le banquet romain n'était jamais seulement une question de nourriture ou de vin, c'était une question de spectacle. Tout comme les victoires dans les guerres étaient couronnées de couronnes de laurier, les victoires à table exigeaient leur propre distinction. Pendant les jeux à boire, les vainqueurs étaient souvent récompensés par des couronnes ou des guirlandes de lierre, de roses ou de myrte, dont les anneaux parfumés reposaient de travers sur des fronts en sueur. Porteur, une telle couronne était un signe de triomphe, un écho provocateur des processions triomphales qui conduisaient les généraux dans les rues de Rome. Mais ces couronnes étaient plus qu'une décoration, elles portaient un poids symbolique. Le lierre était sacré pour Bacchus, le dieu du vin. Ainsi, le vainqueur couronné de lierre semblait touché par le dieu lui-même, choisi pour une célébration sans limite. Les roses, en revanche, murmuraient le secret. L'expression connue « sub rosa », sous la rose, signifiait que ce qui se passait lors du banquet ne devait pas en sortir. Ainsi, la couronne n'était pas seulement un ornement, mais aussi une déclaration. Ici, entre ces murs, l'excès était permis. Les rituels ne s'arrêtaient pas à la couronne. Les vainqueurs étaient souvent honorés par des chansons où toute la compagnie levait les coupes en leur honneur. Dans certains jeux, le vainqueur recevait le privilège de commander aux autres, de choisir le prochain adversaire, d'assigner des punitions ou même d'ordonner de boire jusqu'à tomber. Un homme astucieux pouvait utiliser ce rôle pour s'élever.
gagnant des alliés et humiliant des ennemis sous le masque du jeu. Le rôle du perdant était tout le contraire. Tandis que le vainqueur couronné se baignait dans les applaudissements, le vaincu devait accepter son sort avec dignité ou risquer d'être ridiculisé pour son manque de stoïcisme romain. Certains banquets transformaient même le rituel en farce, couronnant le plus lamentable ivrogne roi des fous, une parodie de triomphe qui se moquait de la faiblesse plutôt que de célébrer la force. Ces rituels avaient de l'importance car ils brouillaient la frontière entre plaisanterie et pouvoir. Lors du convivium, une couronne de roses ou de lierre pouvait ne durer que jusqu'à l'aube, mais le souvenir de celui qui la portait persistait. Une victoire opportune, combinée à l'esprit et au charme, pouvait rehausser la réputation. Une défaite mal vécue pouvait la ruiner. Ainsi, chaque couronne, chaque toast et chaque rituel avait une signification qui dépassait l'instant. Les couronnes de vin transformaient les jeux imbibés d'alcool en quelque chose de plus, une parodie de Rome elle-même, où la gloire et l'humiliation marchaient toujours main dans la main. Aucune beuverie romaine n'était silencieuse. À côté du tintement des coupes et du grondement des dés résonnait le rythme de la musique. Flûtistes, joueurs de lyre, tambourinaires et chanteurs étaient engagés pour accompagner les banquets. Leurs mélodies s'entremêlaient à la fumée et au brouhaha. Pourtant, la musique était rarement un simple fond sonore. Elle devenait partie intégrante du jeu lui-même. Un hôte rusé pouvait forcer les invités à improviser des vers sur la musique ou obliger le vaincu à prendre un instrument et à jouer, généralement maladroitement, sous les rugissements de rire de la salle. La moquerie était aussi nécessaire que le vin. Les Romains se délectaient à utiliser la performance comme punition, et rien ne rabaissait aussi rapidement la dignité que chanter faux ou danser maladroitement. La frontière entre divertissement et humiliation s'estompait constamment. Un sénateur qui prononçait des discours passionnés au forum le jour pouvait devenir la risée de tous la nuit, en essayant de croasser une chanson sous l'influence du vin. Le contraste lui-même était le sens. Le vin enlevait l'armure du masque public, révélant même l'élite romaine comme des mortels ridicules. Parfois, la plaisanterie était encore plus directe. Les invités échangeaient des insultes, les entremêlant dans des rimes ou des exclamations, et les musiciens soulignaient chaque coup avec des notes enjouées. Ces compétitions d'insultes verbales, appelées ioculi convivialis, plaisanterie de banquet, étaient considérées comme un test d'esprit. Celui qui trouvait rapidement une réplique cinglante recevait des applaudissements. Celui qui bégayait s'attirait des moqueries. Des poètes romains ont préservé des fragments de cette tradition où les armes les plus acérées dans les banquets étaient des insultes concernant la gloutonnerie, l'ivrognerie ou des histoires d'amour honteuses. Mais les moqueries avaient aussi leurs revers. Une plaisanterie trop blessante pouvait faire mal longtemps après que les rires se soient tus. Les Romains comprenaient parfaitement le pouvoir des mots, et bien que le convivium encourageât la liberté, il pouvait aussi engendrer des offenses. Plus d'une inimitié politique commença non au Sénat, mais dans une salle pleine d'ivrognes, après une phrase acerbe lancée par-dessus le bord d'une coupe. Pourtant, le chaos était irrésistible. La musique, les rires et les piques transformaient le convivium en théâtre, où les masques tombaient et où chacun, même le plus noble, risquait de paraître stupide. C'était dans ce tumulte même que résidait l'attrait. Lors de ces nuits de festivités, la hiérarchie romaine pliait, ne serait-ce que momentanément, sous le poids du vin, des chansons et des moqueries. Si les dés et la poésie testaient l'esprit, et les moqueries à l'orgueil, les concours d'endurance testèrent le corps. Lors des banquets romains, l'un des jeux les plus brutaux était une simple compétition qui boirait le plus. Les coupes étaient remplies sans cesse, et ces invités qui se vantaient de leur force traitaient la coupe de vin comme un champ de bataille. Abandonner, vomir, s'évanouir ou demander de l'eau signifiait admettre la défaite devant un public qui valorisait l'endurance autant que l'éloquence. Ces compétitions commençaient souvent innocemment avec des toasts et des chansons, mais se transformaient rapidement en concours de survie. Une coupe en entraînait une autre, puis une troisième, jusqu'à ce que même l'invité le plus fort, semblable à un gladiateur, vacille.
Des auteurs antiques décrivent des participants qui buvaient jusqu'à ne plus pouvoir se tenir debout, et des serviteurs obligés de les traîner hors de leur lit. Certains hôtes mesuraient même le volume consommé, couronnant les vainqueurs qui avaient vidé le plus de coupes. Mais la victoire était amère. Plus d'un Romain tombait malade, ou même mourait des excès de telle nuit. Et pourtant, l'endurance suscitait l'admiration. Dans une culture qui honorait la conquête et la résilience, boire plus que les autres était considéré comme une marque de virilité. Vider une énorme coupe, tenir debout quand les adversaires tombaient, c'étaient des exploits dont on murmurait longtemps après que les lumières étaient éteintes. Les empereurs eux-mêmes participaient. On disait que Marc-Antoine, adversaire d'Octavien, se vantait de pouvoir boire sans arrêt pendant des jours. Antique, l'adversaire d'Octavien, se vantait de pouvoir boire sans arrêt pendant des jours, se présentant comme l'incarnation de Bacchus lui-même. De telles affirmations n'étaient pas seulement une question de plaisir. C'était un spectacle politique, renforçant l'idée que seul le plus fort pouvait gouverner, tant à la guerre qu'à table. Mais le danger était évident. Une consommation excessive pouvait aussi rapidement ruiner une réputation que la construire. Les satiristes se moquaient de ceux qui confondaient gloutonnerie et courage, décrivant des sénateurs qui apparaissaient au forum sentant encore le vin de la veille, ou des généraux qui affaiblissaient leur propre corps avant les campagnes. L'équilibre entre excès admiré et disgrâce honteuse était très mince. Pourtant, les Romains aspiraient au spectacle. Observer les adversaires tomber l'un après l'autre, tandis qu'un autre tenait bon, était aussi captivant qu'un combat de gladiateurs, sauf qu'il était mené avec du vin et non des épées. Ces concours d'endurance transformaient le convivium en arène, où le dernier debout était couronné non seulement ivre mais vainqueur. Lorsque la nuit avançait et que les coupes s'accumulaient, les Romains passaient souvent des jeux de chance et d'endurance à un autre type de compétition, le récit. Le convivium devenait une scène où les invités rivalisaient non seulement en buvant, mais aussi en habileté à inventer des histoires, des plaisanteries et des satires spirituelles. Dans ces moments, le vin nourrissait autant l'éclat que la catastrophe. La satire romaine est née dans de telles circonstances. Des poètes comme Juvénal et Martial immortalisèrent plus tard l'absurdité des banquets ivres. Un noble qui révélait des secrets après le 5e verre, un sénateur arrogant qui déclamait une épopée mais en oubliait la fin, un général qui se vantait de victoire, bavant dans sa barbe. Ces histoires exagéraient, mais le grain de vérité provenait des banquets. Se moquer de l'ivresse était une tradition aussi importante que la boisson elle-même. Les invités prenaient souvent tour à tour le divertissement de l'assemblée par des récits. Certains rappelaient des mythes sur les dieux, d'autres inventaient des aventures incroyables. Les plus spirituels transformaient ces histoires en parodies. L'un pouvait raconter les exploits d'Hercule comme s'il était ivre, surmontant maladroitement monstres et épreuves. Un autre parodiait le discours d'un rival au Sénat, exagérant chaque particularité jusqu'à ce que les autres éclatent de rire. La frontière entre histoire, mythe et comédie s'estompait dans la brume du vin, mais la satire était un jeu dangereux. Une plaisanterie sur l'appétit, l'avidité ou la trahison de quelqu'un pouvait faire mal longtemps après le banquet. Les Romains adoraient l'esprit vif, mais n'oubliez pas les insultes. Les salles de banquet devenaient des terrains d'essai pour les relations politiques, où l'humour pouvait renforcer une alliance ou enflammer une inimitié. Plus d'une inimitié commençait par un récit mordant après trop de vin. Et pourtant, le rire était irrésistible. Les récits et la satire donnaient au convivium son énergie, transformant la beuverie en spectacle. Celui qui trébuchait sur une ligne, le rival ridiculisé dans un poème, l'homme arrogant, tourné en dérision par une parodie, tous devenaient partie de la mémoire collective de la nuit. Et ces souvenirs persistaient, même des années plus tard, la réputation d'un homme pouvait être formée par un seul dîner. On se souvenait de lui non pour ses discours au forum ou son courage à la guerre, mais pour la façon dont il chantait faux ou était ridiculisé lors d'un convivium. Pour les Romains, c'était là que résidait le véritable chaos du vin, non seulement dans le fardeau physique de l'excès, mais dans la façon dont un moment d'ivresse pouvait résonner dans l'héritage.
Quand les lampes s'éteignaient et que les musiciens rangeaient leurs lyres après un banquet romain, il restait plus qu'une pièce avec des coupes vides. Ces rassemblements révélaient les contradictions mêmes de la vie romaine. Boire signifiait vivre entre deux extrêmes, l'aspiration à la gloire et le risque de la honte. Les jeux reflétaient cela parfaitement. Chaque compétition était une scène où la réputation pouvait s'élever aussi vite qu'elle pouvait tomber. Pour les Romains, le vin n'était jamais simplement un plaisir, c'était un spectacle, la politique et la philosophie mélangées dans une seule coupe. La capacité à boire plus que ses adversaires prouvait l'endurance. L'habileté au dé témoignait de la faveur de la fortune. Une langue acérée dans un poème démontrait l'intelligence. Échouer à ces épreuves signifiait révéler une faiblesse, et la faiblesse à Rome était impardonnable. Mais même dans la défaite, il y avait place pour la comédie. Et les Romains savouraient le spectacle quand sénateurs, guerriers et érudits étaient réduits au même niveau sous le pouvoir de Bacchus. Le convivium était alors plus qu'un banquet, c'était un miroir de la société. Les hiérarchies pliaient sous le poids du vin. Un esclave pouvait se moquer de son maître par un trait d'esprit. Un poète pouvait humilier un sénateur par un vers mordant. Et un soldat s'élevait au-dessus des nobles grâce à son endurance à boire. Ces moments étaient éphémères, mais ils permettaient d'entrevoir une Rome où l'esprit, l'humour et le hasard régnaient momentanément sur le statut. Les écrivains se moquaient souvent du chaos de ces nuits, mais le célébraient aussi. Pour beaucoup de Romains, les jeux à boire étaient la preuve de leur vitalité, le refus de vivre modérément. À leurs yeux, l'excès n'était pas toujours une défaite, c'était un signe d'une vie pleinement vécue, du courage d'embrasser le chaos, même au risque de la ruine. Et ainsi, les réputations étaient vraiment créées ou détruites, non seulement au forum ou sur le champ de bataille, mais à table, où les dés résonnaient, les vers s'affrontaient et le rire couvrait la honte. Finalement, les jeux à boire romains ont persisté dans la mémoire parce qu'ils étaient plus que des divertissements. Ils étaient l'expression d'une culture qui glorifiait la force, ridiculisait la faiblesse et transformait même l'ivresse en spectacle. Pour les Romains, chaque coupe était une compétition, chaque banquet un pari, et chaque moment une occasion de prouver que la vie était mieux vécue bruyamment, imprudemment, et toujours avec un verre de vin à la main. La mort d'Alexandre le Grand, 323 avant Jésus-Christ, à 32 ans, Alexandre de Macédoine avait accompli ce dont aucun mortel n'avait osé rêver auparavant. En un peu plus d'une décennie, il avait taillé le plus grand empire que le monde antique ait jamais vu. Des montagnes austères de la Grèce au désert brûlant d'Égypte, à travers la Perse et jusqu'aux frontières mystérieuses de l'Inde, des villes portaient son nom, des satrapes tremblaient à ses ordres, et des rois, autrefois assez puissants pour rivaliser avec lui, étaient soit morts, soit humiliés, soit absorbé dans son nouvel ordre mondial. Pour ces soldats, il était plus qu'un général, il était un dieu marchant sous forme humaine. Mais derrière l'armure de bronze et les légendes murmurées sur les marchés de Babylone, Alexandre restait un homme, chair, sang et os, et bien plus vulnérable que quiconque autour de lui ne le soupçonnait. Lorsqu'il revint à Babylone en 323 avant notre ère, le conquérant était épuisé. Les campagnes l'avaient poussé aux limites de l'endurance, des marches interminables, d'innombrables batailles, des nuits sans sommeil à planifier des sièges, et le fardeau de gouverner un empire qui englobait culture, langue et religion. Même pour un homme dont l'ambition brûlait comme un feu, des fissures commençaient à apparaître. Son corps portait les cicatrices de blessures qui ne guérissaient jamais complètement. Son esprit, aiguisé par la stratégie, luttait maintenant contre la paranoïa, le chagrin et l'épuisement. Et pourtant, Babylone l'accueillait comme un roi destiné à l'éternité. Les banquets débordèrent de vin, les musiciens remplissaient la nuit de chants, et les grands palais brillaient de torches, comme si la ville elle-même s'inclinait devant son nouveau maître. Mais au milieu de cette célébration de conquête, des murmures circulaient. Alexandre n'était pas invincible. Certains parlaient d'étranges fièvres qui sévissaient dans les marais près de l'Euphrate, d'autres de complots, d'assassins et de poisons dans des coupes d'or. Alexandre lui-même rejetait ces présages.
Il avait toujours fait confiance à son étoile, ce destin divin que sa mère, Olympias, croyait écrit pour lui depuis sa naissance. Mais le destin, aussi brillant soit-il, peut s'éteindre. Son empire était au sommet de sa gloire. Ses armées étaient invincibles, les ennemis anéantis. Et pourtant, en quelques semaines, cette même ville de Babylone serait témoin de la chute de l'homme qu'on appelait le Grand. Le palais de Nabuchodonosor n'avait jamais vu une telle splendeur. Alexandre, frais des campagnes indiennes, était revenu à Babylone comme un dieu triomphant. Les grandes salles brûlaient de la lumière d'innombrables lampes à huile. Leur fumée s'élevait dans le ciel nocturne, tandis que musique et rire se répandaient dans les cours. Les coupes d'or étaient pleines de vin, les tables ployaient sous le poids des viandes rôties, des sucreries au miel et des fruits apportés des coins les plus éloignés de l'Empire. Pour ses généraux et ses compagnons, c'était plus qu'une fête, c'était une proclamation. L'étoile d'Alexandre continuait de monter et Babylone devait devenir le cœur d'un nouvel empire mondial. Mais parmi la magnificence, il y avait aussi des ombres. L'élite macédonienne, des vétérans endurcis par des dizaines de campagnes, buvaient à satiété et murmuraient encore plus. Beaucoup étaient fatigués des guerres sans fin. Certains aspiraient à rentrer chez eux, à revoir les collines de Macédoine. D'autres craignaient la vision de plus en plus forte d'Alexandre d'unité entre Grecs et Perses. Une vision qui troublait ceux qui se considéraient encore comme des conquérants et non comme des égaux. Alexandre lui-même se déplaçait à la fête comme une flamme, brillant mais imprévisible. Son humeur changeait avec le vin. Tantôt il était gracieux, embrassant ses compagnons et se vantant de futures conquêtes, l'Arabie, peut-être même les mers occidentales. Tantôt il s'assombrissait, regardant avec suspicion ceux qui chuchotaient trop longtemps dans les coins. Il était hanté par les souvenirs de complots passés, l'assassinat de Parménion, l'exécution de Philota, la mort cruelle de Clétos le Noir, autrefois son ami le plus proche, tué par la propre lance d'Alexandre dans un accès de colère ivre. On racontait qu'il buvait plus que jamais. Une histoire relate qu'il fit vœu d'un énorme sacrifice aux dieux, vidant une coupe de vin non diluée en leur honneur avant de s'effondrer dans l'agonie. D'autres murmuraient qu'une main hostile avait versé du poison dans sa coupe. Que ce soit hasard, destin ou trahison, ce qui avait commencé comme une nuit de triomphe devint le premier pas vers la tragédie, car en quelques jours, Alexandre tomberait avec une étrange maladie qu'aucun médecin, prêtre ou sacrifice ne pourrait guérir. Et dans le silence de ses appartements, alors que la fièvre enchaînait son corps, le grand conquérant, qui avait traversé l'Asie par le feu et l'épée, entama une bataille qu'il ne pouvait gagner. Les premiers jours après le banquet ne suscitèrent pas grande inquiétude. Alexandre avait toujours été imprudent dans sa consommation et ses excès. Une gueule de bois, pensaient ses compagnons, rien de plus. Mais quand le soleil se leva sur les murs étincelants de Babylone, le roi, qui autrefois pouvait traverser les déserts à cheval sans eau et marcher sous les pluies de mousson, gisait maintenant dans sa chambre, incapable de se lever. Sa peau brûlait de fièvre, son corps était couvert de sueur et une douleur insupportable se répandait dans son ventre comme un feu. Les médecins furent immédiatement appelés, des hommes formés tant à la médecine grecque qu'aux remèdes perses. Mais leurs méthodes étaient aussi diverses que désespérées. Certains prescrivaient des bains froids et des infusions d'herbes, d'autres appelaient à des sacrifices aux dieux. Aucun traitement n'aida. Chaque matin, ces généraux attendaient qu'il apparaisse, qu'il repousse la maladie et les commande comme toujours. Chaque matin, leurs espoirs s'effondraient davantage. Les rumeurs se répandirent rapidement dans les couloirs du palais. Certains murmuraient « poison ». Bien sûr, la coupe qu'il avait vidée lors de la fête était empoisonnée. Qui aurait osé commettre un tel crime? Antipater, le régent de Macédoine, à qui Alexandre n'avait jamais fait confiance. Peut-être l'un des généraux, fatigué de ces guerres sans fin, ou même quelqu'un de son entourage proche, comme Cassandre, qui avait de nombreuses raisons de haïr le roi pour sa sévérité. Cette possibilité les hantait, car si Alexandre pouvait être tué, personne n'était en sécurité. D'autres croyaient que la maladie était une punition divine. Alexandre ne s'était-il pas proclamé descendant de Zeus lui-même? N'avait-il pas exigé la proskynèse
l'adoration digne des dieux, de ses sujets. Peut-être que l'Ibris avait finalement provoqué la colère de l'Olympe. Même les Babyloniens murmuraient que leur présage avait prédit le malheur. Un effondrement des murs de la ville s'était produit lors de son arrivée. Un signe sinistre ignoré dans l'élan de la victoire. Alexandre, affaibli mais insoumis, s'accrochait à sa vision. De son lit, il parlait de futures campagnes, ordonnait qu'on lui apporte des cartes et des plans pour la conquête de l'Arabie. Ses yeux brûlaient encore d'une ambition inextinguible, même lorsque son corps le trahissait. Pour ceux qui se tenaient à ses côtés, il était impensable que la mort puisse l'emporter. C'était Alexandre, le conquérant du monde, le roi-dieu, l'homme qui n'avait jamais perdu une bataille. Et pourtant, alors que la fièvre s'intensifiait, une inquiétude silencieuse s'installait sur Babylone. Pour la première fois, le grand homme rencontrait un ennemi qu'il ne pouvait vaincre. Alors que la maladie le consumait, Alexandre fut forcé de quitter les salles du pouvoir pour le silence du lit. L'homme qui menait autrefois des charges de cavalerie au combat pouvait maintenant à peine lever la tête de l'oreiller. Babylone, la ville qu'il avait accueillie avec des trompettes et des guirlandes, s'immobilisait maintenant dans un silence anxieux. La nouvelle s'était répandue. Leur roi mourait. Les palais, qui résonnaient encore récemment des rires du banquet, murmuraient maintenant des prières et des conjectures inquiétantes. Ses généraux, Ptolémée, Séleucos, Perdiccas, se relayaient à son chevet. Leurs visages étaient sculptés par l'inquiétude, mais dans leurs pensées tourbillonnaient des mots qu'ils n'osaient pas prononcer. Si Alexandre tombait, qui gouvernerait l'Empire? Il n'avait pas nommé d'héritier. Son jeune fils avec Roxane n'était pas encore né, et son demi-frère Aridé était considéré comme inapte à régner. Pour la première fois, l'immense empire, qui s'étendait à travers les continents, semblait fragile, suspendu au souffle affaibli d'un seul homme. Alexandre, bien qu'affaibli par la douleur, conservait des éclairs de son ancien esprit. Il ordonnait qu'on lui apporte des rapports, des cartes, des comptes rendus. De son lit, il essayait encore de commander l'Empire, planifiant toujours des campagnes en Arabie, comme si la maladie n'était qu'un inconvénient. Sa voix était faible, ses mots souvent interrompus par la toux, mais l'étincelle du pouvoir demeurait. Les soldats à l'extérieur du palais refusaient de croire aux rumeurs de son déclin. Pour eux, Alexandre était immortel. Il se relèverait à nouveau, comme toujours, encore plus fort qu'avant. Mais la vérité ne pouvait être cachée éternellement. Jour après jour, la fièvre brûlait, et le corps puissant d'Alexandre s'épuisait. Ses yeux, autrefois vifs et ardents, s'assombrissaient sous le poids de la maladie. Chaque visite des généraux se terminait par des regards inquiets dans les couloirs, chaque nuit par des murmures sur l'héritage. Mais le roi s'accrochait encore à la vie avec la même fureur qu'il montrait au combat. Ceux qui étaient près de lui jurèrent plus tard qu'il n'admit jamais la défaite, n'avoua jamais la peur. Mais dans le silence du palais, alors que ses gémissements résonnaient dans les salles de marbre, l'Empire lui-même semblait trembler, car tous savaient que si Alexandre tombait, le chaos s'ensuivrait. Et comme son état empirait, Babylone devenait une ville de rumeurs. Chaque couloir du palais, chaque tente dans le camp militaire bourdonnait de la même question. Le roi n'avait-il pas été empoisonné? La soudaineté de sa maladie semblait trop cruelle, trop délibérée pour être simplement la volonté du destin. Les gens pointaient du doigt des rivaux, proches et lointains. Certains soupçonnaient Antipater, le régent laissé en Macédoine. Alexandre était entré plusieurs fois en conflit avec lui, et l'ordre du roi de venir à l'est avait été retardé par Antipater. Seul le fils d'Antipater, Cassandre, était arrivé récemment à Babylone. Et Alexandre l'avait publiquement humilié, lui cognant la tête contre un mur pour s'être moqué des coutumes perses. Cassandre ne portait-il pas une fiole de poison au nom de son père, une arme destinée à mettre fin à la vie du roi, là où les armées avaient échoué? D'autres murmuraient à propos d'Olympias, la féroce mère d'Alexandre, bien qu'elle fût farouchement dévouée à son fils et détestât Antipater et sa lignée. Pouvait-elle, à distance, avoir déclenché une vengeance qui se déroulait finalement dans les salles de banquet babyloniennes? Ou peut-être les Perses eux-mêmes, vaincus, subjugués et pleins d'amertume, avaient saisi l'occasion de se venger. Les histoires se multipliaient, chacune devenait de plus en plus fantaisiste.
Certains affirmaient qu'Alexandre avait bu une coupe de vin mélangée à de l'hellébore, une herbe mortelle. D'autres juraient que le poison était si puissant que le récipient lui-même avait disparu sans laisser de traces. Pourtant, malgré les soupçons sans fin, il n'y avait pas de preuves. Les médecins ne trouvèrent pas de traces évidentes de substances toxiques, seulement une fièvre incessante qui dévorait leur roi. Parmi ces murmures, la peur se répandait parmi les commandants. Si Alexandre avait été assassiné, alors l'Empire lui-même était vulnérable aux poignards cachés et aux complots secrets. La méfiance s'infiltrait dans leurs conseils. Des hommes qui avaient combattu côte à côte pendant des années se regardaient maintenant avec suspicion. Mais Alexandre lui-même rejetait ces rumeurs. Il avait toujours cru en son destin, convaincu qu'aucune main mortelle ne pouvait le frapper. Quand on lui demanda s'il pensait avoir été empoisonné, il aurait simplement secoué la tête et murmuré « Aucun homme n'a le pouvoir de m'ôter la vie, seuls les dieux le peuvent ». Mais les dieux restaient silencieux et sa maladie s'aggravait. Qu'il s'agisse de poison ou non, le résultat était le même. Le plus grand conquérant du monde antique approchait lentement de la mort. Alors que la fièvre d'Alexandre faisait rage, l'air à Babylone était lourd de terreur. Les soldats, qui l'avaient suivi jusque dans la gueule de la mort, se pressaient maintenant derrière les murs du palais, attendant des nouvelles qui ne venaient pas. Chaque jour, les portes ne s'ouvraient que pour les médecins, les prêtres ou des messagers tremblants. Les rumeurs se répandaient rapidement dans les rangs. Le roi avait perdu la voix. Le roi ne pouvait plus marcher. Le roi mourait. Les commandants tentaient de maintenir l'ordre, mais les guerriers étaient agités. Ils avaient parcouru des milliers de kilomètres, combattu dans des conditions incroyables et supporté tous les fardeaux aux côtés de leur roi. Être privé même de la chance de le voir une dernière fois semblait une trahison. Parmi les troupes, des rumeurs de complot s'élevaient. Certains exigeaient, si leur roi est vraiment vivant, qu'il se montre. Sinon, ils avaient le droit de regarder son visage avant qu'il ne quitte ce monde pour toujours. Dans le palais, l'atmosphère n'était pas moins tendue. Alexandre gisait immobile, son corps se consumant. Il ne pouvait plus se lever, et ses paroles ne sortaient que par murmures entrecoupés. Pourtant, sa volonté restait indomptable. Quand les commandants le supplièrent de s'adresser à l'armée, il accepta non par des mots, mais par un geste. Sur une litière, Alexandre fut porté à travers les portes du palais, où ses soldats s'étaient rassemblés. Le silence tomba quand des milliers de guerriers aguerris, des hommes qui avaient pris d'assaut des villes et renversé des empires, regardèrent leur chef. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés, son corps à peine l'ombre de l'homme qui se jetait autrefois dans la bataille, avec une fureur irrésistible. Et pourtant, quand il leva faiblement la main en signe de salut, un rugissement éclata. Il l'acclamait à travers leurs larmes, non parce qu'il croyait à son rétablissement, mais parce qu'il les reconnaissait encore. À ce moment, le roi et les soldats étaient à nouveau unis, liés non par la conquête, mais par la dévotion face à la mort. Cette scène laissa une marque dans la mémoire de tous ceux qui la virent. Pour beaucoup, ce fut leur dernière vision d'Alexandre vivant, le conquérant qui avait affronté chaque ennemi avec une confiance inébranlable, faisait maintenant face au seul adversaire qui ne pouvait être vaincu ni par stratégie, ni par armée, ni par empire. La fin approchait lentement, comme une torche qui brûle avant de s'éteindre. Pendant des jours, Alexandre errait entre des rêves fiévreux et de brefs éclairs de lucidité. Ses généraux se pressaient autour de son lit, cherchant un signe, un mot qui indiquerait ce qu'il adviendrait de l'empire qu'ils avaient créé sous sa direction. Le poids de l'avenir pesait dans cette chambre, car sans Alexandre, il n'y avait pas de plan, pas d'héritier capable de maintenir le monde uni. Quand on lui demanda qui il souhaitait comme successeur, le silence tomba dans la pièce. Ses lèvres bougeaient à peine, et les plus proches se penchèrent pour entendre. Les auteurs anciens ont préservé ces paroles différemment, mais la version la plus souvent répétée était glaçante dans sa simplicité. Au plus fort, par ces 3 mots, il jetait l'Empire dans l'incertitude, le livrant non au sang ou à la loi, mais à la force brute. Certains affirmaient qu'il faisait référence à Perdiccas, son fidèle compagnon qui tenait déjà l'anneau royal. D'autres croyaient qu'il s'adressait à tous les généraux à la fois, les mettant au défi de prouver leur valeur. D'autres encore pensaient qu'il avait nommé Cratère.
le commandant dévoué qui était alors absent de Babylone. Mais l'ambiguïté était l'essence même. Alexandre avait vécu par la force, sa volonté, son désir. Et dans la mort, il laissait ce même principe impitoyable gouverner son empire. Le chaos éclata dans la chambre. Roxane, son épouse sogdienne, était enceinte, mais un enfant à naître ne pouvait pas régner. Son demi-frère Aridé était vivant, mais souffrait d'une déficience mentale. Les généraux se regardaient avec un mélange d'horreur et de calcul. Chacun pesait intérieurement s'il n'était pas le plus fort. À l'extérieur du palais, les guerriers refusaient toujours de croire que leur roi mourait. Certains juraient qu'il était simplement plongé dans un profond sommeil et se réveillerait bientôt pour les guider à nouveau. D'autres exigeaient de le voir, de toucher sa main, de s'assurer par eux-mêmes qu'il était encore en vie. Dans un dernier effort de volonté, Alexandre le permit. Un par un, les guerriers de son armée défilèrent devant sa couche. Beaucoup pleuraient ouvertement et il les regardait en silence. Il ne pouvait plus parler, mais ses yeux conservaient encore une étincelle de reconnaissance. Ce fut le dernier adieu du roi à ceux qui l'avaient suivi jusqu'au bout du monde. Bientôt, son souffle s'arrêta et la torche s'éteignit définitivement. Quand le dernier souffle quitta le corps d'Alexandre, le silence dans le palais devint insupportable. Il semblait que le temps lui-même s'était arrêté un instant. Des hommes qui avaient regardé la mort en face sans hésitation sur d'innombrables champs de bataille se tenaient maintenant figés, incapables d'accepter ce que leurs yeux voyaient. Le plus grand conquérant de l'histoire, mort à 32 ans. Ni lame d'assassin, ni lance ennemie, juste une fièvre qui, lentement et cruellement, l'avait dévoré, laissant le monde non préparé à ce qui allait suivre. La nouvelle se répandit rapidement dans Babylone. Les soldats pleuraient ouvertement, déchiraient leurs vêtements, se frappaient la poitrine de chagrin. D'autres refusaient de croire. Certains affirmaient qu'ils ne faisaient que dormir, frappés par une transe divine, et qu'ils se relèveraient encore. L'air était lourd de chagrin, mais sous cette surface couvait un courant plus sombre, la peur, car l'Empire, aussi vaste soit-il, restait sans maître. Les généraux se réunirent immédiatement. Leurs visages étaient sombres. Perdiccas tenait l'anneau d'Alexandre, mais cela ne lui donnait pas l'Empire. Ptolémée, Séleucos, Antigone, Lysimaque, chacun avait ses ambitions, chacun avait ses partisans, et personne ne souhaitait se soumettre facilement à un autre. Dans la salle du conseil, des disputes éclatèrent. Certains appelaient à reconnaître Aridé, le demi-frère d'Alexandre, bien que son état mental le rendît inapte à gouverner. D'autres insistaient pour que l'enfant à naître de Roxane soit nommé héritier. Mais quelle protection un nourrisson pouvait-il avoir face à des généraux affamés de pouvoir? Pendant ce temps, les soldats exigeaient des éclaircissements. Ils avaient de suivi Alexandre, pas ses généraux. Sans lui, continuerait-il à combattre? Rentrerait-il chez eux? Ou peut-être se rallierait-il à celui qui promettrait le butin des conquêtes? Babylone, autrefois joyau étincelant de l'Empire, tremblait maintenant au bord de la guerre civile. Les funérailles elles-mêmes étaient retardées, car les généraux se disputaient même sur la manière d'honorer sa dépouille. Certains voulaient l'enterrer à Égée, dans les tombeaux royaux de Macédoine. D'autres insistaient pour Babylone, centre de son nouvel empire. Et d'autres encore murmuraient que l'Égypte, avec son aura de divinité, serait un lieu digne pour son dernier repos. Mais cette dispute ne concernait pas seulement l'honneur, il s'agissait de pouvoir, car celui qui contrôlait le corps d'Alexandre contrôlait sa mémoire, et celui qui contrôlait sa mémoire pouvait prétendre à son héritage. Ainsi, avant même que son corps ne soit rendu à la terre, la graine du conflit était semée. Le dernier don d'Alexandre à son empire n'était pas l'unité ou la paix, mais le chaos. Un chaos qui exploserait bientôt dans les guerres des Diadoques. La mort d'Alexandre à Babylone ne mit pas fin à son histoire, elle l'enflamma. En quelques heures à peine, l'empire créé par son sang et son génie commença à se désintégrer. Les généraux, qui autrefois lui juraient fidélité, se regardaient maintenant comme des rivaux. Leurs ambitions, désormais sans frein, éclipsaient tout le reste. Ce qui suivit entra dans l'histoire sous le nom de guerre des Diadoques, les guerres des successeurs, une lutte acharnée qui déchira en morceaux le monde qu'il avait construit.
Perdiccas tenta de maintenir l'empire, gouvernant au nom du fils à naître de Roxane, Alexandre IV, et du faible Aridée. Mais l'unité s'avéra impossible. Ptolémée s'empara de l'Égypte, la transformant en un royaume qui dura des siècles. Séleucos se tailla un immense territoire en Asie. Antigone et Lysimaque luttèrent pour le pouvoir en Macédoine et en Grèce. Le rêve d'un empire unique allant de la mer Égée à l'Indus mourut avec son créateur. Et pourtant, l'ombre d'Alexandre ne disparut jamais. Les villes qui portaient son nom, notamment Alexandrie, s'épanouirent comme centres de science, de commerce et de culture. La langue et la pensée grecques se répandirent dans les terres conquises, se mêlant aux traditions perses, égyptiennes et indiennes, créant un monde nouveau, l'ère hellénistique. Ces campagnes avaient été brutales, mais elles laissèrent un héritage de fusion culturelle qui façonna l'histoire pendant des siècles. Le mystère de sa mort ne fit qu'approfondir sa légende. Était-ce le poison, la fièvre ou l'épuisement qui l'avait terrassé? Les historiens en débattent encore. Chaque version ajoute une aura à l'homme qui semblait trop grand pour mourir d'une mort ordinaire. Ces derniers mots, au plus fort, résonnèrent comme une malédiction, condamnant ses successeurs à des conflits sans fin. Ont-ils vraiment été prononcés ou inventés plus tard? Ils capturaient l'essence de sa vie, un monde gouverné par la force, l'ambition et l'audace. Pour ses guerriers, il était un dieu sous forme humaine. Pour ses ennemis, une tempête venue de l'ouest, impossible à arrêter. Pour l'histoire, il devint simplement Alexandre le Grand, l'homme qui conquit le monde, mais ne put conquérir le temps. Son corps pouvait être enterré dans le silence, mais son nom résonnait à travers les âges, inspirant empereurs, généraux et rêveurs. À 32 ans, Alexandre quitta le monde non dans la paix, mais dans le feu, avec un empire en ruine et une légende devenue éternelle.